La question du jour. Bonjour Marguerite Caton. Bonjour Guillaume, bonjour à tous et bonjour Stéphane Bonnery. Bonjour. Vous êtes professeur en sciences de l'éducation à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Avec nous dans ce studio pour répondre à une question. Les jeunes sont-ils devenus incapables de lire et d'écrire? Car si l'on en croit une tribune récemment publiée dans Le Monde, signée par de grands noms des milieux artistiques et intellectuels, leurs enfants, les enfants, malgré ou à cause des dictées quotidiennes, ne sauraient plus écrire. Abrutis par les écrans, ils ne sauraient plus lire. De là à craindre qu'ils ne sachent plus penser et que bientôt le monde croule, il n'y a qu'un pas. Faites-vous le constat, vous aussi, d'une baisse de niveau en matière d'écriture et de lecture? C'est bien difficile de répondre par oui ou par non. Par contre, ce qui est sûr, c'est que il faut à la fois se méfier du discours catastrophiste et du discours mais non, tout va bien. Il y a quand même un décrochage net de la jeunesse sur les lectures, la presse, voilà. En même temps, il y a toujours des jeunes qui lisent des romans. Au demeurant, les journées n'ont que 24 heures. La concurrence des écrans existe. Moi, j'ai trouvé la tribune qui posait des choses intéressantes sur le lien entre le temps qu'on passe à apprendre à écrire, à lire, à l'école et le manque de profs. Et j'ajouterais que peut-être c'est aussi le travail des chercheurs que de prendre un peu de recul. Il faut mettre ça en perspective. Il y a certes la concurrence des écrans, mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait qu'on assiste aujourd'hui à l'arrivée à l'âge adulte d'une génération du baby-boom de l'an 2000 qui a été considérablement privée de temps d'enseignement par la suppression des classes de 2 ans, par la suppression des samedis matins à l'école primaire qui équivaut à l'équivalent d'une année scolaire en heures de cours, ça c'était l'époque d'Arcos, par la suppression d'heures au collège avec Najat Vallaud-Belkacem qui a été considérable comme suppression, et la même réforme au lycée avec la réforme Blanquer qui a supprimé encore des heures de cours. Donc les enseignants et les élèves ne sont pas des magiciens. Si on veut conduire les élèves à s'approprier beaucoup de choses, il faut du temps. Et là, j'ai encore vu une annonce du président de la République, 2 heures de sport en plus au collège. Donc, en fait, chaque idée, il faut plus de temps pour l'histoire, il faut plus de temps pour les sciences, il faut des maths, il faut de l'écrit. Chaque idée en soi est bonne, mais au-delà des effets d'annonce, comment ça forme une cohérence et une politique éducative qui ne relève pas de la com et des faits. Ça y est, c'est le sujet à la mode, on en parle un coup et puis on passe à autre chose, quoi. Voilà. D'un point de vue pédagogique, comment l'école donne le goût de la lecture? Comment tente-t-elle de le donner? Alors, elle le donne, c'est difficile, il faut là encore revenir un peu dans le temps, parce qu'il y a des évolutions, il y a des politiques qui ont fait des allers-retours, il y a eu des politiques incitatives dans le premier degré, qui ont eu des avantages d'insister dès la maternelle sur la littérature, et en même temps, ce qu'on demande aux élèves à l'école ne relève pas que du récit. Il y a des textes explicatifs, démonstratifs, comment on fait pour former en même temps à la narration et à l'explication, parce que c'est pas tout à fait les mêmes textes. Et comment on fait? Donc, non mais des outils, on sait le faire. La question c'est est-ce qu'on a le temps de tout faire et quel choix on fait. On sait le faire. En tout cas, il y a des recherches qui apportent des avancées. Les ministères depuis quelque temps n'ont à peu près rien à faire. Et encore, je suis gentil de ce que disent les chercheurs sur les questions éducatives, mais ça c'est une autre affaire. Mais en tout cas, il y a des outils et ça demande du temps de formation des enseignants. Ça demande, ils savent déjà faire des choses, mais s'approprier des nouveaux outils. Et pour former les jeunes à lire, il y a aussi plusieurs choses sous l'angle. Ils ne lisent plus. C'est vrai qu'il y a une partie des jeunes, des ados qui lisent moins. Voilà. Il y a une baisse du nombre de très grands lecteurs. En même temps, les jeunes lisent, sauf qu'ils lisent souvent des mêmes choses, des best-sellers, des héros, etc. Et qu'il y a à réfléchir entre ce qui est diffusé dans la production, et il y a un gros travail des libraires spécialisés, des profs doc, des bibliothécaires, des enseignants sur lisez, ce qui est chouette, mais beaucoup de récits aujourd'hui sont au présent de l'indicatif, sont à la première personne du singulier parce qu'on pense, en partie à raison, mais en partie à tort, que les jeunes ne lisent que pour s'identifier au personnage, ce qui reste à prouver. Et donc, il y a quand même une relative uniformisation du style d'écriture. Or, à l'école, on leur demande pas que d'étudier des trucs à suspense où on prend le lecteur par la main pour l'inviter à tourner la page parce qu'il y a du suspense à toutes les pages. Quand on lit Jules Verne, quand on lit des trucs un peu plus classiques, il y a un peu de ça, mais c'est pas que ça. Il faut aussi se confronter à du passé simple, à de l'imparfait, à un narrateur extérieur, à un narrateur qui dit pas tout à fait qu'on doit dire parce qu'on doit le comprendre. C'est le principe des romans policiers, c'est quand même assez intéressant. Et donc, comment on forme à cette diversité de textes? Il faut du temps.
Et pour avoir du temps, il faut des heures, il faut des profs. Et en matière d'écriture, la Tribune dénonce une focalisation sur la dictée quotidienne au détriment de l'écriture créative. Qu'en pensez-vous? En tout cas, on va pas non plus critiquer le fait qu'il y a un effort sur l'orthographe. En même temps, les recherches montrent que les dictées, ce n'est quand même pas l'outil fondamental le plus efficace pour apprendre l'orthographe, parce qu'en fait, les élèves, quand ils sont dans l'écriture d'un texte à eux, ne sont plus dans la posture de la dictée. En fait, il y a un changement de posture. Bon, voilà. Ceci étant, moi, je ne vais pas du tout relativiser les problèmes d'orthographe et surtout de syntaxe, parce qu'en fait, on dit orthographe, mais en fait, c'est syntaxe. Parce que connaître les mots compliqués, c'est assez secondaire. La dictée de pivot, c'est un peu c'est accessoire. La question, c'est comment on fait la différence entre singulier et pluriel, masculin et féminin. Comment les traces écrites portent du sens sur le fond de la pensée. Donc ça, c'est aussi en écrivant. Je veux dire, c'est en écrivant qu'on apprend à lire aussi. Et ça, les politiques depuis 10 ans ont complètement oublié ça. Voilà. Donc que la Tribune insiste sur le temps pour écrire, c'est super. Sauf que pourquoi on écrit moins à l'école qu'autrefois? C'est parce qu'on a moins de temps, qu'il faut faire plus de choses et que le plus long, c'est de faire écrire les élèves, corriger, reprendre avec eux. Et là, tu as écrit ça. Et comment on pourrait l'écrire autrement? En fait, le problème principal, c'est un problème de temps. Est-ce que l'écart entre la culture savante enseignée à l'école et la culture populaire que vous avez décrite, notamment dans la littérature de jeunesse, s'est agrandi? Oui et non. Il s'est agrandi parce que à l'école, aujourd'hui, il y a quand même une intégration de modes de raisonnement plus complexes. Si je reste sur la littérature, eh bien, quand j'ai 50 ans, quand j'étais petit, on apprenait le petit chaperon rouge et le petit poucet à l'école maternelle parce que ça fait partie de la culture commune et qu'il faut aller avoir des référents communs. Super. Dans les années 90 et surtout 2000, on a introduit des nouvelles choses passionnantes. C'est le fait moi j'ai vu des choses formidables avec des enseignants super en maternelle qui faisaient découvrir ces contes à tous les élèves, y compris des contes moins connus, les animaux cherchant l'hiver, la chèvre à l'ébiquet qui est moins connue, voilà, c'est dommage mais c'est comme ça, mais qui faisait identifier aux enfants quel était le personnage principal, quel était le méchant, même si c'est pas le nom savant, et du coup faisait regrouper sur une affiche, tiens, tous les méchants, le loup, la sorcière, l'ogre, ils ont quelque chose de commun et travailler sur la structure du conte. Donc ça c'est super, sauf que pour faire ça, il faut un temps colossal, parce que tous les élèves ne connaissent pas tous les contes. Pour arriver à avoir un regard en surplomb sur chacune des choses, ça veut dire que ça se travaille. Si on fait ça, qu'est-ce qu'on fait pas à la place? On fait ça dès le premier degré, mais quels parcours de lecteurs sont construits dans la suite? En fait, ça dépend un peu de là où l'enseignant met le curseur. Et il y a une question de comment on décide aussi de programmes qui sont faisables pour tous dans le temps, plutôt que de dire aux enseignants, ce qui a été fait en 2007, qui est quand même un vrai piège, dans le programme, on découpe la partie obligatoire qui est le socle commun, officiellement commun, et le reste qui est en option. Et du coup, les enseignants sont tiraillés entre est-ce que je vise le même niveau pour tous, comme dans toutes les écoles, chez les riches, dans le privé et chez moi en banlieue, ou est-ce que je fais ce que je peux là où je suis? Et moi, je pense que ça relève d'une politique et pas seulement de faites ce que vous pouvez, on vous met dans des situations impossibles. On vous comprend bien, Stéphane Bonnery, du temps et du soutien aux enseignants. Je rappelle que vous êtes professeur en sciences de l'éducation à l'université Paris 8 Vincennes Saint-Denis. Je signale aux auditeurs votre ouvrage coécrit avec Florence Eloi, Comment la culture vient aux enfants, repenser les médiations en direction de l'enfance, c'est paru en 2022 aux presses de Sciences Po.